les points saillants des deux avis de l'EFSA sur le bien-être des poules pondeuses et des poulets de chair. Donc j'étais moi-même présidente des deux groupes de travail qui ont rédigé ces deux avis. Alors, comme j'ai 20 minutes, donc j'essaye d'aller vers les points principaux. Donc, bien sûr, je ne pourrais pas donner tout le détail de ce qu'il y a dans les deux avis. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on peut discuter juste après. Mais si vous avez des points plus précis, à aller voir les deux avis. Je vous ai mis là l'adresse des sites où on peut les trouver. Alors, avant d'aller directement vers les résultats, je voulais revenir un petit peu vers la question qui était posée. Donc, c'est la Commission européenne qui a demandé à l'EFSA de fournir un avis indépendant sur la protection des volailles Gallus-Gallus, donc poules et poulets. Donc, un avis pour la production d'œufs qui inclut différentes phases du cycle de production, les repros, les poussins et les poulettes en phase d'élevage et bien sûr les poules pondeuses en production. Du côté des poulets de chair, pareil, on intègre différentes phases du cycle, le poussin de 1 jour, le poulet de chair et le reproducteur. Donc là, c'est un peu une originalité puisque jusqu'à présent, la réglementation ne couvrait que les poules pondeuses en production et les poulets de chair, pas forcément les poulettes ou les repros pour les deux types de production. Cet avis a été demandé d'un point de vue du bien-être animal. Alors, j'y reviens juste après. Je pense que c'est important pour comprendre le contenu de comprendre d'abord la nature et le contexte de la question qui a été posée. Donc la question, elle a été posée dans le cadre de la révision réglementaire, donc de la réglementation européenne sur le bien-être animal, qui est arrivée suite à l'initiative citoyenne End of Cage, où un certain nombre de signatures, 1,5 million, je crois, avaient été recueillies pour l'arrêt des cages dans l'Union européenne. Donc c'est dans ce contexte-là que la Commission a demandé à l'EFSA de refaire des rapports scientifiques à jour pour donner les connaissances sur le bien-être des animaux en relation avec les systèmes et pratiques d'élevage pour toute une série d'espèces, dont là, poules et poulets. Ce qui avait été demandé, c'est de définir les conditions de logement et les pratiques optimales vis-à-vis du bien-être. Ce qui a été expressément demandé à ces groupes de travail de l'EFSA, c'est de ne pas tenir compte des impacts socio-économiques, même si évidemment ils existent, puisque les impacts socio-économiques seront évalués dans un rapport qui est fait par un autre organisme, donc qui donne un document spécifique sur l'impact socio-économique des différentes mesures. Donc là, vraiment, la question, c'est si vous étiez une poule, si vous étiez un poulet, quelles seraient les conditions optimales pour que vous puissiez satisfaire tous vos comportements. Donc la question était très précise. La Commission demandait également à l'EFSA de fournir à chaque fois que c'était possible des données chiffrées, puisque pour réglementer, ils trouvent ça toujours beaucoup plus facile d'avoir un seuil chiffré que de ne pas en avoir. Je vous expliquerai tout à l'heure un peu les challenges que ça a soulevés. Alors, dans les questions posées, il y avait ce qu'on appelle les termes de référence généraux. Donc, c'était les mêmes pour les poules pondeuses et pour les poulets. Donc, c'était décrire les principaux systèmes d'élevage, décrire les potentielles conséquences pour le bien-être des animaux, définir des indicateurs qu'on appelle animal-based measures, donc des indicateurs qu'on puisse mesurer sur les animaux en eux-mêmes pour rendre compte de ces conséquences sur le bien-être, et identifier les facteurs qui vont être à l'origine de ces conséquences sur le bien-être. Et enfin, fournir des recommandations pour prévenir, corriger ou atténuer certaines conséquences négatives. Ensuite, pour les deux types de production, a été demandé des scénarios spécifiques. Pour les poules pondeuses, le premier scénario était au sujet du bien-être des poules élevées en cage par rapport à celles élevées en système alternatif. Ce qui était précisé dans le mandat, c'était bio, plein air et sol, mais bien sûr, on a aussi ajouté les volières. Deuxième scénario, les pointages et les risques qui étaient associés à l'élevage de poules non épointées. Troisième scénario était sur la proposition d'indicateurs qui peuvent être collectés à l'abattoir pour refléter le bien-être des animaux pendant qu'ils sont en élevage. Et le dernier, qui était en fait une question qui s'est rajoutée à la toute fin, concernait le bien-être des frères de poules pondeuses lorsqu'ils étaient élevés, vous savez, dans le contexte de l'arrêt de la destruction des poussins mâles. Et donc l'EFSA devait proposer des indicateurs animal-based measures, qualitatifs et quantitatifs quand on pouvait, et des mesures préventives et correctives.
Pour le poulet de chair, c'est la même chose sur des scénarios différents. Donc, le premier scénario concernait le bien-être des poulets de chair à croissance rapide élevés au sol, donc le système majoritaire, avec température de l'air et du sol, accès à l'eau et à l'aliment, surface disponible, on y reviendra, qualité de l'air. Le deuxième scénario est également au sujet des indicateurs qu'on peut collecter à l'abattoir pour refléter le bien-être. Le troisième était spécifique des reproducteurs, avec le logement en cage individuelle, la pratique de mutilation et la restriction alimentaire. Le quatrième scénario était au sujet du bien-être des poussins au couvoir et pendant le transport. Pendant le transport, ça a été fait dans le cadre d'un autre avis, d'un autre document. Sachez que je ne vais pas pouvoir détailler tous ces scénarios, donc je détaille certains où je pense que c'était peut-être plus intéressant de discuter ensemble, et les autres, vous les trouverez dans les avis de l'EFSA. La méthode utilisée, elle est classique, oui et non d'ailleurs, pour un avis de l'EFSA. Donc bien sûr, une revue de la littérature, des questionnaires qui ont été envoyés aux professionnels comme l'EFAP par exemple. Et ensuite, pour ce qui est de la détermination de la surface nécessaire par animal et donc des densités d'élevage, on a utilisé ce qu'on appelle Expert Knowledge Elicitation, donc la connaissance des experts, et aussi un modèle spatial comportemental qui a été développé spécifiquement, et ça qui est assez novateur, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et on essaye à chaque fois, pour les principales conclusions, de donner un niveau d'incertitude ou de certitude dans le résultat qu'on exprime, c'est-à-dire un niveau de confiance, c'est-à-dire dans quelle proportion on est sûr ou moins sûr de ce qu'on dit dans cette conclusion. J'y reviendrai après aussi. Alors, maintenant, plus particulièrement pour ce qui concerne les poules pondeuses, donc j'ai repris ce qui a les principaux éléments de la comparaison cage versus cage. Il n'y a rien de vraiment révolutionnaire. Les conséquences pour le bien-être animal, les conséquences négatives qui sont liées à l'usage des cages, les principales sont la limitation des comportements de confort, comme le battement d'ailes, réalisation des bains de poussière, parce qu'on est sur un sol grillagé, les aires de picotage-grattage ne sont pas toujours fournies en litière, la limitation de l'exploration et de la recherche de nourriture, par la limitation de l'espace, et la restriction de mouvement. Les systèmes alternatifs aux cages, qu'ils soient pourvus de jardins d'hiver ou de parcours extérieurs, eux, permettent la réalisation de certains comportements qui sont donc facilités, comportements de confort et comportements d'exploration et de recherche de nourriture. Donc, alors, je ne vais pas du tout dans le détail. Si vous voulez le détail de toutes les phases et de toutes les connaissances, ils sont dans les rapports, mais l'idée, c'est pour améliorer le bien-être des poules, utiliser des systèmes de logement qui sont alternatifs aux cages et fournir un jardin d'hiver à tous les animaux. Le scénario 2 était sur les poules épointées, non épointées. Là encore, c'est très très résumé. Donc, pour résumer, le piquage qui peut se produire quand les poules ne sont pas épointées, d'ailleurs quand elles sont épointées aussi, mais le piquage va conduire à des lésions, ce qu'on appelle la conséquence lésion des tissus mous et des téguments, c'est-à-dire piquage de la peau, des muscles et des plumes, et un stress de groupe induit par le fait qu'il y ait des animaux piqueurs qui vont avoir des victimes. À l'inverse, l'épointage a aussi des conséquences. Quand on va épointer l'extrémité du bec, à court terme puis à moyen terme, on a des conséquences liées à cette coupe du bec. Les risques associés à l'élevage de poules au bec intact, eh bien, c'est qu'en cas de piquage sévère, il peut y avoir une aggravation des lésions et que le piquage peut apparaître dans tous les types d'élevage, personne n'est épargné, et surtout, il y a une grande variabilité en fonction des lots. Donc, les principales mesures préventives qui ont été apportées, recommandées, c'est d'utiliser des systèmes, donc on l'a dit, qui ne sont pas des cages, mais avec des structures surélevées pour permettre aux animaux de se répartir dans l'espace et d'occuper tout l'espace, de diminuer les densités. Mettre à disposition des substrats, des blocs à piquer, des enrichissements, et ce, dès le stade poulette et dès le jour 1 du stade poulette, c'est-à-dire une litière dès le premier jour, et d'utiliser également des stratégies génétiques pour sélectionner des lignées moins piqueuses. Vous voyez, c'est un peu frustrant parce que je ne peux pas aller trop dans le détail. Pour les principales conclusions maintenant concernant les poules pondeuses, elles sont résumées sur 2 diapositives. Donc l'élevage hors cage, la provision de litières friables et d'enrichissement, donc des litières sèches et friables sur toute la période d'élevage et de production, et des enrichissements additionnels,
Éviter les mutilations, donc le coupe du bec ou autre mutilation pour les reproducteurs. Bien sûr, avant d'arrêter les mutilations, il faut d'abord mettre en place les mesures préventives sur des lots qui sont épointés avant de passer aux lots qu'on arrête d'épointer, que le système soit vraiment maîtrisé. Fournir des systèmes surélevés, donc plateformes surélevées et perchoirs qui soient facilement accessibles par tous les animaux, donc avec des rampes par exemple d'accès pour tout ce qui est plateforme. Fournir des jardins d'hiver qui vont avoir l'avantage de donner aux animaux l'accès aux conditions climatiques extérieures, l'accès à une surface additionnelle avec des aires opérationnelles dédiées à d'autres comportements, à de l'exploration, à des comportements de confort et qui en plus apportent l'avantage en cas de confinement, en cas d'impossibilité d'aller en plein air pour cause par exemple d'influenza aviaire, de protéger quand même les animaux, d'avoir une meilleure biosécurité sans doute que sur un parcours, donc d'avoir une alternative au confinement qui pose problème aujourd'hui également. Ensuite, au niveau des reproducteurs, on en a peu parlé jusqu'à présent, donc utiliser des mesures préventives pour réduire les potentielles agressions des mâles envers les femelles, donc contrôler le ratio mâle-femelle, avec un ratio qui ne dépasse pas 1/10, voire plus faible, bien synchroniser les maturités sexuelles entre les deux sexes et apporter des enrichissements, des panneaux pour que les femelles puissent se répartir, échapper aux mâles dans certains cas, etc. Enfin, pas complètement. Ensuite, pour les poussins, utiliser ce qu'on appelle les dark brooders. Donc, ce sont des zones sombres qui miment un peu le fait d'être au contact avec la mère, donc où l'animal va pouvoir trouver une zone de repos avec une lumière moins forte et de la température également plus élevée. Donc, en fonction de ce dont il a besoin, il pourra aller en dessous ou hors des dark brooders. Ensuite, il est recommandé aussi d'avoir un protocole de sélection génétique et des critères de sélection génétique qui intègrent le bien-être animal, mais bien sûr c'est déjà fait, et de pouvoir aussi avoir un accès aux différentes caractéristiques comportementales, par exemple des différentes souches de pondeuses. Et enfin, il est recommandé la mise en place d'un système harmonisé d'évaluation du bien-être qui pourrait permettre le monitoring du niveau de bien-être des poules pondeuses dans les différents États membres par système d'élevage et dans le temps pour voir le réel impact des mesures qui sont prises et adoptées et des améliorations qui sont faites. Je passe maintenant au poulet de chair. Donc là, pour le poulet de chair, je vais faire un petit zoom parce que je pense que ça intéresse tout le monde sur comment a-t-on fait pour déterminer la densité de stockage en élevage. Alors, on a utilisé deux méthodes pour essayer de voir justement si on allait obtenir des résultats concomitants ou non. Tout d'abord, on a utilisé une méthode classique qui est l'élicitation d'experts. Donc, on a pris un pôle d'experts, on leur a posé des questions. L'idée, c'était de prendre deux indicateurs du bien-être animal. On a pris les pododermatites et on a pris le pourcentage d'animaux en train de se déplacer. Donc, un plus sur l'aspect lésionnel et l'autre plus sur l'aspect exploration. Et l'idée, c'est de dire, on part d'une densité très très basse, c'est-à-dire sans limitation, on va dire une densité qui n'engendre aucune restriction particulière dans le cadre du bien-être. Bien sûr, toute condition étant idéale par ailleurs, parce que sinon ça ne peut pas marcher, hein, tout dépend de beaucoup de critères. Et là, on dit à partir de quel moment, quand la densité augmente, on va avoir un changement dans ces critères. Donc, pododermatite et pourcentage d'animaux en train de se déplacer. Donc là, j'ai mis un exemple. Vous voyez que l'incertitude était assez large, puisque la ligne du milieu rouge, elle représente la valeur moyenne, et les quartiles en haut et en bas. Donc, on voit que la dispersion est assez large. On est parti de données publiées, mais bien sûr, les données publiées n'apportaient pas directement une réponse. Sinon, on n'aurait pas eu à avoir recours à cette méthode. Donc, on voit ici qu'à partir de 10-11 kg, c'est là qu'on pensait que les pododermatites allaient augmenter et le pourcentage d'animaux en train de se déplacer allait diminuer. Donc ça a été fait pour, là c'est le graphe pododermatite, mais pour les deux indicateurs. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, on s'est dit, oui, mais bon, on extrapole, on aimerait bien avoir quelque chose d'un peu plus ciblé sur l'espace qu'occupe l'animal en tant que tel. Donc là, on s'est dit, on va décrire, de façon simplifiée, parce que ça ne peut pas être trop complexe non plus, mais quand même, tous les comportements qu'on voudrait qu'un poulet de chair puisse faire s'il avait suffisamment de place pour le faire. C'est-à-dire, s'il n'est pas limité dans son espace, qu'est-ce que fait un poulet de chair, finalement, dans un bâtiment fermé ? Donc, on a recensé les comportements. Bon, il est debout, il est assis, il se repose, il marche,
il explore, il fait des bains de poussière, il se toilette, il étire une patunelle, battement d'aile, et on a gardé bien sûr manche-bois, ça c'est systématique. Ensuite, on s'est dit, quelle va être la surface occupée par un poulet? On a pris un poulet classique, croissance rapide, quand il est debout, quand il est assis, quand il marche, quand il fait un bain de poussière, quand il bat des ailes. Donc on a trouvé ça à partir de publications. Et on a construit un modèle qui tient en compte pour chaque comportement de l'espace nécessaire pour réaliser ce comportement et de la proportion d'animaux qui réalisent ce comportement dans un milieu qui n'est pas restrictif. On a combiné ça dans un modèle. Donc là, vous voyez mes petits ronds, c'est les poulets. On les a estimés par des cercles. La partie jaune à l'intérieur, c'est le volume occupé par le poulet quand il fait le comportement. La partie bande blanche autour, c'est l'espace interindividuel, parce que les animaux ont toujours besoin d'un espace interindividuel entre donc lui et son voisin, et qui n'est pas forcément le même quand il dort, s'il se repose assis, quand il bat des ailes ou quand il se toilette. Donc on a aussi, avec des publications, ajouté l'espace interindividuel en fonction du comportement, et on a construit un modèle. Et là, le modèle sort en donnant 11,28 kg, bien sûr, avec la variabilité, évidemment. Mais donc, c'est quelque chose qui est cohérent avec les 11 kg qu'on avait trouvés également précédemment. Donc, voilà comment ça a été réalisé. Ensuite, je détaille quelques scénarios spécifiques pour le poulet de chair, donc au sujet de la litière et des enrichissements, quelque chose dont vous avez tous entendu parler, je pense. Donc l'idée, c'est vraiment que tous les poulets aient accès à de la litière et des enrichissements et matériaux d'exploration. Donc ces litières et enrichissements vont réduire les conséquences négatives sur le bien-être ces conséquences négatives qui sont la limitation des comportements de confort, la limitation de l'exploration et la limitation de la recherche de nourriture. Donc, litière et enrichissement vont permettre de promouvoir ces comportements et devraient toujours être disponibles. Pour ce qui est de la litière, elle devrait être sèche et friable pour à la fois permettre l'exploration et la recherche de nourriture et à la fois limiter les pododermatites, bien sûr. Elle devrait être sur toute la surface du sol et renouvelée, si besoin, toutes les semaines à partir de 2 semaines d'âge. Et la ventilation, bien sûr, devrait être adaptée pour permettre de la conserver sèche et friable. Pour les enrichissements et les matériaux d'exploration, il devrait y avoir, pour faciliter le bain de poussière, des substrats additionnels. Les matériaux devraient être consommables et des structures surélevées devraient être fournies pour permettre aux animaux d'être en hauteur. Bien sûr, je le répète, ça, c'est les conditions. Si on était un poulet, une poule, on l'a un poulet, quelles sont les conditions à fournir pour que l'animal puisse faire absolument tout ce qu'il aurait envie de faire dans des conditions non limitatives? C'est une question qui est bien particulière. Autre scénario, cage individuelle en reproducteur. Donc ces cages sont utilisées parfois en sélection. La plupart du temps, elles ne sont pas enrichies, donc il n'y a pas de nid, pas de perchoir, pas d'air, de picotage, grattage. Et ces cages vont conduire à des limitations des comportements de confort, évidemment de l'exploration, un stress d'isolement, à des problèmes de repos, restriction de mouvement et stress des manipulations, mais qui est dû à l'insémination artificielle. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de les proscrire au maximum. Dernier scénario que je détaille ici, c'est la restriction alimentaire en reproducteurs. Donc tous les reproducteurs sont plus ou moins restreints alimentairement en fonction de leur période d'élevage ou de production et en fonction de leur type, du type de souche, de leur vitesse de croissance. Il y a différentes mesures, je passe, donc je ne les détaille pas là, mais qui existent pour diluer la nourriture, diminuer l'appétit, ne pas distribuer la nourriture tous les jours de la semaine, autoriser un poids supérieur qui vont permettre d'atténuer la faim ressentie par ces animaux. Elles doivent être utilisées en combinaison parce qu'une de ces mesures ne suffit pas à complètement faire disparaître la faim des animaux en cas de restriction. Et l'idée principale, c'est bien sûr de travailler sur la génétique avec une croissance moins rapide c'est le broiler paradoxe, si on a une croissance moins rapide, les animaux, les repros vont avoir tendance à moins manger et avoir moins besoin de la restriction. Donc se pose toujours le problème pour les animaux forcément qui ont une croissance assez rapide. Pour conclure, donc les principales conclusions pour le poulet de chair, avant de passer à vos questions. Donc vous l'avez compris, fournir une litière friable et des enrichissements, baisser la densité de stockage. À quel niveau? Ça, c'est à prendre en compte. Là, on a fourni les éléments uniquement sur le bien-être, mais il y a d'autres éléments à prendre en compte.
fournir des niveaux surélevés des plateformes ou des perchoirs. Bon, évidemment, si c'est des poulets plutôt lourds, ce sera plutôt des plateformes, et bien sûr avec des rampes d'accès. Fournir un jardin d'hiver, je l'ai expliqué tout à l'heure pour les poules. Mettre en place un système de suivi harmonisé pour monitorer le bien-être. La même chose que pour les poules, je n'y reviens pas. Pour les animaux reproducteurs, cette fois-ci, arrêt des cages individuelles, donc avoir les palliatifs qui peuvent exister, arrêt des mutilations, donc éviter les mutilations et limiter aussi la restriction alimentaire. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en jouant sur la vitesse de croissance lorsque cela est possible. Voilà, j'espère avoir rattrapé un petit peu de retard. J'espère que c'était clair néanmoins pour vous. Et donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, merci. Alors, merci Madame Michel pour cet exposé qui doit normalement susciter des réactions dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte les micros ? Je peux le porter. Oui, merci. Petite question concernant les recommandations des enrichissements entre les pondeuses et les poulets. J'ai vu qu'en poulet, vous recommandiez des enrichissements consommables, ce qui n'est pas le cas en pondeuse. Vous parlez d'enrichissement, de substrat, de blocs à piquer. Bon, blocs à piquer, est-ce que c'est forcément quelque chose qui se consomme ? Et alors qu'il y a d'autres solutions qui existent, comme des balles de fourrage, ce qui est développé dans les pays du Nord. Alors pourquoi pas ici, en France ? Alors oui, effectivement, là, ce n'était pas précisé en pondeuse, mais en pondeuse aussi. Et effectivement, certains enrichissements doivent être consommables, mais pas forcément tous. Et les balles de fourrage, c'est utilisé en France et c'est très bien parce que ça permet et à la fois de piquer le fourrage et à la fois de se percher dessus. Donc ça me paraît tout à fait approprié pour les deux types d'animaux. Monsieur, ici. Présentez-vous, si vous voulez bien. Jean-Michel Répérand de l'ANSES Ploufragan. Bonjour Virginie. Concernant la comparaison cage-non-cage chez les poules pondeuses, est-ce qu'au niveau du bien-être, il a été pris en considération l'exposition à des pathogènes qui pourraient être présents au niveau du sol, et je pense notamment aux parasites, puisque la santé va forcément influencer le bien-être. Alors là, on n'a pas pu le prendre en compte. On a un petit chapitre, tu verras, Jean-Michel, dans chaque poule et poulet sur l'aspect patho, en parlant donc de cet aspect litière, qui va donc permettre la réinfection parasitaire, et l'aspect aussi plein air, avec je ne précise pas, l'influenza, etc. Donc ça, c'est bien précisé. Nous, on ne pouvait pas l'inclure. C'est vrai que j'ai dit qu'on ne pouvait pas inclure l'aspect socio-économique, mais l'aspect santé non plus. Par contre, on l'a bien précisé. Attention, quand il y a un contact avec de la litière ou quand les animaux vont dehors, il y a de la prédation, par exemple, quand ils vont dehors. Ça, on l'a mis. Mais il peut y avoir aussi des aspects pathos qui sont à prendre en compte. Donc c'est précisé, mais ça n'intervient pas dans les conclusions là. Une question ici. Oui, bonjour, Jean-Christophe Paris, LDC. Alors moi je suis un passionné déjà, je vais vous dire ça, donc ce que je vais dire c'est avec passion mais pas d'animosité, on ne se connaît pas. Je pense qu'il faut qu'on échange plus. Je vous avoue que quand on a, alors ma faute peut-être, hein, moi j'ai découvert cet avis qui est tombé un peu comme ça. Bon, peut-être qu'on a la tête dans le guidon et puis on n'a pas suffisamment tout suivi. Première chose qui m'a surpris, bon, merci de l'explication parce que c'est ce que j'avais compris en termes de, notamment sur la densité pour le poulet de chair. J'avais bien compris comment vous avez évalué ça et je remets absolument pas en cause vos méthodes. Par contre, enfin les méthodes utilisées, pas vos méthodes, les méthodes utilisées. Par contre, moi je suis surpris comme de deux choses. Alors le premier point, c'est si on prend par exemple les pots d'eau, je vois bien les graphiques. Par contre, on vise le zéro, quoi. Vous allez chercher le zéro. Si on cherche le zéro partout, c'est ambitieux, c'est très ambitieux, mais je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Et puis, ça va coûter très, très, très cher, quoi. Alors, ok, vous voyez que le bien-être animal, mais ça peut être sur les mortalités. Dans ce cas-là, ça va plus avoir beaucoup de sens, si vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça, c'est ma première question. Et puis, ma deuxième interrogation, parce qu'on l'a quand même beaucoup travaillé, on n'a pas compris comment ça ne pouvait nous tomber sur le paletot des chiffres comme ça. D'autant qu'on a une collection. Quand j'ai une collection, je prends les pododermatites. Sur chaque lot de poulet qui arrive à l'abattoir, on mesure les podos. Alors, effectivement, on n'est pas dans l'expérimental.
Malgré tout, c'est des caméras, donc on a un grand nombre de données par lot. On a la patte gauche, la patte droite, et puis on ramène ça en plus au poulet. Sur tous les lots, ça nous donne vraiment énormément de data. Et on s'aperçoit quand même que sur les pots d'eau, alors ce n'est pas cette méthode que l'on utilise là, mais nous utilisons la méthode le réel. On s'aperçoit que sur les pots d'eau dermatite, le premier facteur pour, alors je dis pas en avoir 0, on a quelques lots où on a 0, mais pour avoir des seuils qui sont à notre avis satisfaisants et qui viennent également de nos clients et de d'autres critères qui viennent du monde entier, ben, le principal critère, ce n'est pas la densité, c'est le management. Et donc, on se dit, quelque part, enfin moi c'est ma réflexion, je me dis, si on va mettre des obligations quelque part de moyens, le 11 kg par exemple, pour obtenir les pots d'eau, alors que avec du management, on est capable d'avoir des densités un peu plus fortes, ben, c'est un peu dommage parce qu'on va se brider en compétitivité. Et après, bon, je vais redire ce que dit Jean-Michel régulièrement, si nous on ne le fait pas, c'est les autres qui le feront parce que la consommation, la demande, elle est là. Donc voilà, j'espère être assez clair dans ce que je veux dire. Et je termine, on ne se connaît pas. Moi, je souhaite échanger avec vous. J'ai de la data à donner, j'ai de la data à partager, sous certaines conditions, bien sûr, on en a. Je l'ai déjà partagé avec vous une fois, enfin avec vous, avec l'ANSES une fois. J'avais passé 2 après-midi à mesurer les hauteurs des dindes dans les bâtiments allongés sur la paille. J'avais pris un plaisir fou. Mais voilà, j'ai donné la data. J'ai vu le rapport tomber, j'ai eu aucun retour, c'est un petit peu dommage. Donc moi, je vous ouvre la porte et je vous assure qu'on peut faire du travail constructif. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, j'ai bien compris vos... Ah, si, c'est bon. Alors, on ne vise pas le 0. En fait, nous, on vise rien du tout. On essaye de donner les faits qui sont avec une incertitude, hein, vous l'avez bien compris. Donc, si on veut 0 pododermatite, et jusqu'à 100%, voilà comment ça se passe. Alors, ce qui est bien précisé, parce que c'est vrai, il y a plein d'autres facteurs. Si je peux prendre un exemple comme la limitation de vitesse sur la route. Si on voulait 0 accident en France, je pense qu'on mettrait 15 km/h ou 20 km/h. Mais c'est pas possible. Ou voilà. Donc, mais c'est pas possible. Donc l'État dit c'est 90, c'est 110, c'est 130 pour avoir voilà quelque chose de limité. Mais je sais pas, un service de la protection routière pour dire si vous voulez avoir 0 accident, eh ben c'est 25. Ben, nous c'est exactement pareil. Si vous voulez avoir 0, c'est ça. Et ce qu'il faut comprendre, mais je vous comprends parce que les opinions elles font 200 pages. Hein, c'est que ce qu'on précise, c'est que il y a plein de facteurs qui jouent sur les pots d'eau. Et je suis bien d'accord, c'est la qualité de la litière, donc c'est plutôt le management. Donc nous, on a dit, toutes les conditions étant idéales par ailleurs, parce qu'on peut avoir une densité plus élevée et super bien gérer la litière, on n'aura pas de pots d'eau, une densité plus faible, et si elle est toute humide, on aura des pots d'eau. On peut rouler à 150 et pas avoir d'accident, on a une super voiture, un super pilote, des super pneus, et on peut rouler à 70, avoir un accident parce que les pneus sont lisses. Donc c'est pareil, nous on essaye de donner les valeurs chiffrées qu'on nous demande avec le plus de précautions, et Dieu sait qu'on l'a dit, je ne sais pas combien de fois dans la vie, il y a tout ça, c'est la liste de facteurs qui jouent, donc c'est impossible de donner juste une densité, il faut que ce soit avec la ventilation, il faut que ce soit avec ceci, avec cela. Oui, on pourrait avoir une densité supérieure si on maîtrise tout, oui, des gens pourraient rouler à 150 s'ils ont des super pneus, une super voiture, oui, bien sûr. Mais néanmoins, j'imagine que l'État veut un seuil, mais je comprends très bien et je partage ce que vous dites, si vous voulez. Et ce sera à la Commission européenne, largement en négociant avec les filières et avec les États membres, je pense, de voir où le seuil peut être mis. Il ne nous a jamais effleuré qu'il pouvait être mis à 11 kilos. Mais voilà. Okay. Et encore une fois, on n'a pas non plus toutes les données, donc je ne mets pas ma main au feu qu'en toutes circonstances, c'est comme ça, hein, c'est évident. Alors, une dernière question à la salle. Excusez-moi, j'entends bien, mais ce que va retenir ceux qui ne veulent pas manger de la viande, c'est la synthèse. Dans la synthèse, si vous regardez le summary, la première page, c'est noté que dans les conditions pour obtenir du bien-être animal, il est urgent, je crois que c'est marqué urgent, de descendre à 11 kg. C'est écrit comme ça. Non. Si, vous relirez. Je vous propose de vous revoir et échanger sur cette première page. En tout cas, je retiens votre proposition. Comme ça, on sera... OK. Moi, j'avais juste... merci, Madame Michel. Hein, on essaie d'enchaîner les interventions. Okay. Alors, la difficulté de votre rapport, juste, je vais vous
Parce qu'il faut quand même que je vous dise ce que je vous pense. me disiez merci, allez-y quoi. Oui, mais je démarrais positivement avant de... Alors... Alors, non, mais la difficulté de ce travail, c'est un travail avant tout scientifique et que scientifique, vous l'avez bien expliqué. La difficulté de ces rapports-là, c'est quand ça sort. Non, et peut-être qu'il ne devrait pas sortir, parce que quand ça sort, ça a un effet désastreux dans tous les maillons de la filière, et notamment au maillon production. Je vois en France, on est à un tournant, c'est le renouvellement des générations. Quand vous expliquez sur la poule pondeuse, par exemple, qu'il faut 4 poules mètre carré, jardin d'hiver systématique, nous, on a estimé que si on ne fait rien, on va tomber à 36% d'autonomie en œuf en France. Si on veut maintenir le potentiel de production, c'est 4 milliards d'euros d'investissement en construction de bâtiments et 420 millions en transformation des installations déjà existantes. Donc, c'est difficile de croire en un métier quand de ce type de rapport sort. Alors, on a beau leur expliquer que c'est un avis scientifique, et ça, il faut qu'on le rabâche, mais ce qu'on ne veut pas non plus, c'est que ça serve de point de départ à la Commission pour écrire ce texte, parce que les associations, elles, vous n'en avez pas parlé, mais les associations, elles s'engouffrent dans ce type de rapport. Pour elles, c'est ce qu'il faut obtenir. Et ça nous pose souci, parce qu'on a une mission, c'est aussi de nourrir nos concitoyens. Je vois en œuf, à près de 90% des citoyens français plébiscitent l'œuf français, mais on ne pourra pas le produire. On ne pourra pas parce qu'on a des difficultés à construire de nouveaux bâtiments, de nouvelles installations. Donc c'est aussi ça que je veux renvoyer à la salle, c'est la prudence qu'il faut avoir avec vos rapports, qui sont avant tout scientifiques, parce que je ne sais pas si vous avez eu des échanges avec l'interprofession des œufs, peut-être Non, pas en non, France, mais... bon. Mais on a beaucoup de choses aussi, comme monsieur le disait tout de suite, je ne vais pas citer l'entreprise pour pas de page de publicité, voilà, on a tous des avis aussi, alors qui sont à notre science à nous, mais parce qu'on pense pour l'animal, la difficulté de penser pour l'animal, c'est quelquefois on ne pense même pas à nous. Parce que suite à ce rapport-là, j'ai une question à poser, c'est et le bien-être de l'éleveur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui étudie le bien-être de l'éleveur par rapport à ses adaptations au bien-être de l'animal? En tout cas, pas nous. Oui. Nous, c'était complètement exclu. Vous voyez? Et mais je comprends, peut-être que le rapport, il devrait être juste transmis à la commission et c'est tout. Il faut qu'on arrête de parler, c'est ça? Non, mais... La question complémentaire, c'est, tu as mentionné qu'il y avait un rapport indépendant de celui-ci qui devait apporter les éléments socio-économiques. Sous quel délai ce travail social? Je crois. Il est sorti déjà? Je crois qu'il a été remis en cause et il est reparti il a été remis en cause. Il est reparti en moulinage. D'accord. Et il sera public et on pourra donc comparer ça aux chiffres que Marie... Oui, et malheureusement, ce n'est pas forcément des gens qui connaissent bien. Voilà, je pense qu'il pourrait être mieux... Bon, c'est un autre sujet. Donc nous, quand même, parce qu'on s'est interrogé, les experts, parce qu'on connaît tous bien les filières, on était là, oh là là, comment c'est... Et l'idée, c'est pas de dire c'est ça qu'il faut dans les élevages. C'est pas du tout ça le propos. C'est absolument pas ça. C'est si on veut placer dans des conditions optimales, c'est ça qu'il faut. Bon, on peut pas voir ça dans un élevage. Donc on est là. Donc c'est quoi le raisonnable? Exactement comme toutes les normes qui sont prises. Donc on n'a jamais dit. C'est pour ça que j'ai essayé de reformuler un peu là. C'est pas la recommandation pour les élevages demain. C'est pas du tout ça. Mais je comprends que quand il sort. Si on le prend comme ça fait peur. Non, je comprends très bien. Et d'ailleurs, peut-être qu'il devrait être remis à la commission et pas forcément... voilà, je ne sais pas comment gérer la sortie, mais c'est vrai que peut-être pas au mieux, effectivement. Je suis d'accord.